Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce spécial décryptage de la situation au Gabon avec notre consultant politique. Bonsoir Agapit Napoléon Maforican. Bonsoir Zelle, bonsoir à tous ceux qui nous suivent ici et ailleurs à travers nos différentes plateformes. Alors, en matinée ce mercredi, des militaires sont montés au créneau au Gabon, annonçant l'annulation des élections de ce 27 août dans ce pays. C'était quelques instants après la proclamation des résultats qui donnaient comme réélu Ali Bongo pour un troisième mandat. Donc, dans la foulée, les institutions ont été dissoutes et les frontières du pays ont été fermées. En clair, c'est un coup d'État en préparation. Alors, si aucun coup d'État n'est légal, Agapit Napoléon Maforican, celui-là n'est-il pas vertueux? Enfin, je ne sais pas là où vous mettez le curseur de la vertu. Un coup d'État est un coup d'État. C'est vrai que les analystes essayent donc de prendre en compte des situations pour pouvoir classer certains coups de vertu, d'autres d'extrêmement dangereux, d'autres de trop. Mais tout ça, c'est des jeux d'analystes. Un principe est un principe et le coup d'État est une très mauvaise manière de prendre le pouvoir. D'accord, dans le principe. Mais la réalité, venons-en. Non, la réalité explique le jeu. S'il y a un principe, c'est parce qu'on déteste la réalité, la réalité qui aurait découlé de la non-formulation du principe. C'est-à-dire que sur la base d'une réalité, qu'on décrit un principe et qu'on sent un principe en disant, il n'est pas normal, dans tous les cas, qu'on prenne le pouvoir par la force. Donc, il fallait laisser faire encore 40 autres années ou 50 autres années sous le règne Bongo. Non, là n'est peut-être pas le problème. Mais moi, je voudrais peut-être reformuler le problème. Parce que je vis en Afrique. Bien sûr. Je vis au Bénin, j'ai une cinquantaine d'années, donc je connais un peu l'histoire du Gabon. Donc, je vois votre problème, je vous vois venir. Et les analystes depuis ce matin, je vois venir. C'est-à-dire que c'est à la limite si on applaudissait pas ce coup d'État. Comme si, au niveau international, tout le monde a condamné du bout des lèvres. Mais on n'a pas son temps. Tout le monde suit, que ce soit la France, les États-Unis, les Nations Unies. Tout le monde suit avec attention la situation. Personne n'a encore appelé au rétablissement de Bongo. Alors, rien que ça. On suit un peu l'attention, on suit comment on gère la santé du président Bongo. La Russie suit avec attention la situation. La Chine demande qu'on s'occupe, enfin, qu'on fasse attention à la personne mais personne ne demande qu'on le remette en place. Donc je vous vois venir. C'est ça qu'on appelle, on a appelé en 92 coup d'État vertueux lorsque Amadou Toumani Touré a pris le pouvoir en 1992 de Ali Moussa Traoré pour rétablir la démocratie. Là, on était encore dans les postures dictatoriales de partis uniques des années 80, 90, 70, 80, 90. Et donc, au Mali, lorsque Toumani Touré prend le pouvoir, c'était pour rétablir la démocratie, organiser les élections dont lui-même n'était pas candidat. On était au début de la démocratisation. Quand lui-même, revenant au pouvoir après les 10 ans de Kodare, et lui-même, 10 ans après, est victime de coup d'État, on n'était plus dans la posture de coup d'État vertueuse. Et le Mali a continué. Après, Amadou Toumani Touré, 3 autres coups d'État ont eu lieu au Mali, jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que c'est ça la vertu? Au Niger, lorsque des putschistes sont pris le pouvoir pour éjecter, et comment on appelle, non pas Bazoum, le colonel, l'ancien militaire qui était devenu président de la République, qui voulait un troisième mandat. Bon, son nom échappe aussi. Donc, lorsque c'était Salou Djibo, le militaire, c'était le colonel Salou Djibo qui avait pris le pouvoir, mais tout le monde estimait que c'était un coup d'État vertueux, parce qu'il fallait éjecter ce président qui avait validé le troisième mandat. Et donc, lui, il est arrivé, il a tout fait pour qu'il y ait en même temps élection, et il a passé la main à un régime civil qui a permis à Mamadou Sifou donc, de faire 10 ans au pouvoir. Donc, oui, on peut regarder cette... Donc, lorsque vous analysez cette situation, vous regardez le cas donc, de la Guinée en 2012, avec 2010, dans ces années-là, au moment où un certain Dadis Camara prenait le pouvoir, pour éjecter un pouvoir totalement acton moribond de l'ancien Comté, oui, il était effectivement
appelé cela, il était adoubé, accepté avant de verser dans une sorte donc de dérive insoupçonnée ce fut une dramaturgie quand même délicate, difficile à accepter en Guinée, où les travers les plus exécrables ont été commis sous Dadis Camara. C'est ça la vertu. Donc, lorsque on accepte ces choses, je comprends que l'émotion, que la situation, que le vécu... C'est pas une question d'émotion dans ce cas précis. Que le vécu, qu'un certain nombre de paramètres puissent amener les gens à dire, enfin, il est parti, il faut l'aider à partir, il faut saluer ces Gabonais qui ont eu le courage, ces militaires gabonais. Mais lorsque vous commencez par saluer, vous ouvrez la bataille Pandore, ou après, vous ne pouvez plus dire ça, c'est un coup d'État de trop. Un coup d'État est un coup d'État. Mais je vais aller plus loin. Dites-moi. Le coup d'État n'est pas que militaire, il y a les coups d'État civils. Parce qu'en réalité, quand on parle de coup d'État, c'est une accession au pouvoir par force. Oui. Et la force peut être la force de la loi que vous avez imposée dans un système de parti unique. Là, on n'est pas dans ce cas aujourd'hui. Il y a eu un pluralisme de fait au Gabon. Un pluralisme, pas de fait, un pluralisme normal, mais qui est dévoyé et qui fait que le Gabonais moyen ne voit que le seul pouvoir clanique, légendaire, familial depuis 40 ans. Et même un président totalement affaibli se maintient au pouvoir et le Gabonais souffre de la pitance quotidienne, ne retrouve pas ça. Et pendant ce temps, bon voilà, le pouvoir se met en place et tout le monde a l'impression. Et puis, au sein du clan, les gens ne s'entendaient plus. Du coup, des secrets internes, les gens se sont fragilisés parce qu'ils ne s'entendaient plus. Alors, les conditions dans lesquelles ces élections sont déroulées samedi dernier interpellent l'esprit électoral que je suis et posent le problème de la manière dont Bongo appelé à prendre le pouvoir dans cette manière-là. C'est une sorte d'usurpation. Ces élections ont été fabriquées parce qu'enfermées par un système qui l'a géré d'une manière opaque. Que personne ne peut voir, pas d'observateur, pas d'internet, rien. C'est là que la question sérieuse se pose, de savoir, est-ce que ce dont nous parlons, donc au lieu de saluer l'évolution des militaires, un coup d'État vertueux, est-ce qu'on n'est pas au Gabon dans une sorte d'une sorte de légitimation de la force pour prendre le pouvoir, ou force civile? Parce qu'on détient le pouvoir en tant que président sortant, ou force civile fait place à une force militaire. C'est là qu'on peut faire un débat. C'est-à-dire que j'ai l'impression que nous sommes dans une situation où un coup d'état civil, à un coup d'état civil succède un coup d'état militaire, et moi, ou à un coup de force civile succède un coup de force militaire. Et là, c'est Bongo qui a fait ce coup de force civile dont vous parlez. Oui, exactement. Bongo et son clan qui, profitant de leur position du pouvoir, organise des élections absolument opaques parce que ne respectant pas les formats internationaux, les standards internationaux connus. De cette manière-là, ils se sont moqués aussi bien de la communauté gabonaise, du peuple gabonais, que de la communauté internationale. Ils se sont moqués des tests standards auxquels le Gabon est parti, notamment le fait que les élections doivent être plurielles, c'est vrai, ça a été pluriel, mais équitable, et la loi doit être la même pour tous. Ça, on n'a pas vu cette situation-là. Et ensuite, il n'y a pas eu la possibilité à des observateurs étrangers. Je ne suis pas trop partisan, nécessairement d'une observation, mais l'esprit électoral doit se constate quand même que le format en Afrique depuis un temps, c'est qu'il y a des observateurs étrangers. Le Gabon n'a pas refusé ça. Le Gabon n'est pas isolé du continent. Et donc, mais le pire, c'est de couper l'Internet. C'est une sorte de fermer la frontière, couper l'Internet, faire ça comme si le Gabon doit s'isoler pour faire cette élection. Alors, quand il y a un flou, il y a un loup. C'est une réponse normale à l'action. Pour moi, je constate simplement que depuis samedi 27, on est rentré dans une situation de force civile, où on a imposé un président par une élection opaque, et à cette force a succédé une réponse militaire qui n'est pas des plus salutaires, mais qui, dans la jungle, vous ne pouvez pas dans l'absolu savoir qui a tort. C'est la loi du talion. Et là, la loi de la jungle
Donc, en la matière, le Gabon, en forêt tropicale, je pense que se met dans la dynamique de la loi de la jungle. Et ça, on ne peut pas saluer. On constate simplement que ça débouche sur l'éjection du clan Bongo du pouvoir. La fin de règne. Enfin, on constate que une force militaire succédée à un coup de force militaire succédé à un coup de force civile, qu'on doit condamner et l'un et l'autre. Maintenant, quand on l'a condamné, il faut bien que le Gabon continue d'être gouverné. Et donc, faire en sorte que très vite, l'ordre constitutionnel reprenne son cours dans le pays. Jusque-là... ça, c'est des positions de principe. Oui, je disais juste là, la situation n'est pas vraiment claire. C'est toujours une tentative de coup d'État. De vos analyses, je retiens alors que Bongo n'a aucune chance que quelqu'un le soutienne. On regarde de loin, on suit la situation. Là, on peut le dire sans détour, il n'a aucune chance. Il n'a aucune chance, il n'a pas la chance de Léon Mba, de Léon Mba, premier président gabonais en 64, qui a été remis aux affaires par les Français, parce qu'il était déjà, le coup était pratiquement consommé. Mais grâce à la base française, à l'intervention militaire française, il a été remis en place. En 2019, tout récemment, oui, il y a eu un semblant de quelque chose. Après, il n'y a pas eu semblant, il y a eu une tentative qui a très vite été voilà, parce que là également, l'ombre de la France a toujours été là. Le Gabon, c'est un pays particulier pour la France. Le Gabon, c'est d'abord un tout petit pays, avec un peu plus de 2 millions d'habitants. Un pays très riche. Oui. Très riche. Et très pauvre dans... Et quand vous allez à Libreville, vous vous demandez, mais toute cette richesse profite réellement à qui? Mais ça, c'est un autre débat. Tout le pays, on va vous poser cette question. Mais ce n'est pas que dans le Gabon. Toute l'Afrique centrale, la problématique est là. Vous allez au Cameroun, vous vous posez la même question. Enfin, je n'ai pas envie d'aller plus loin. Donc, la problématique de la gouvernance dans cette région du continent est une grosse question qui est restée au niveau des analystes pendant longtemps sans réponse. Alors, personne ne le surveille, Agapit Napoléon africain. Il n'y a pas de, je sais pas, de reddition de comptes, il ne rencontre à personne, personne ne surveille. Les étrangers sont où, bien les observateurs étrangers sont où, l'ONU est où. Bon, je ne vais pas parler de la CEDEAO, l'ONU ne peut pas intervenir, la CEDEAO, la CEMAC ne peut pas, la CEMAC ne peut pas intervenir à l'interne. Ou, regardez, à la CEMAC, c'est qui? C'est Paul Biya. Vous connaissez sa longévité? Oui, vous avez dit c'est le clan Bongo, c'est Denis Sassou Nguesso, c'est Obiang Nguema, c'est Idriss Déby Itno, remplacé par son fils. Oui. Voilà le pays de la CEMAC, globalement. Alors, lorsque vous regardez, vous voyez quoi? Donc, c'est une évidence que nous ne sommes pas dans la logique, parce que je vois déjà les comparaisons. On n'est pas dans la même logique qu'au niveau de l'Afrique de l'Ouest, où beaucoup de progrès ont été faits depuis 90, où des principes ont été nettement évoqués et établis, où la CEDEAO a une main politique importante au regard donc du traité révisé et des protocoles additionnels. On n'est pas dans cette dynamique. La CEMAC n'a pas les mêmes dynamiques que la CEDEAO. Les pays en question fonctionnent selon leurs lois. Et donc, au Gabon, il ne surpris pas personne. L'ONU n'aurait pas été surprise. L'UA non plus. Si les élections s'étaient déroulées dans des conditions clairement ouvertes, et le vainqueur était nettement établi. Mais n'oubliez pas que c'est pas que les élections au Gabon, les dernières, c'est pas en 2016. Oui, en 2016. Mais n'ont pas été non plus acceptées. Jean Ping, ancien commissaire, ancien patron de l'Afrique. Il était le président de la commission de l'Union africaine. Lorsque Patrice Talon lorsque Boni Yayi était président donc, de la commission à l'échelle de l'Union africaine, c'est Jean Ping qui était le président de la commission. C'est-à-dire donc dans les années 2010. Dans les années 2010. Mais imaginez que ce monsieur qui a fait le tour de l'Afrique pour dire les élections, calmez-vous, c'est comme ça, si vous avez des réponses, allez par les voies des institutions, si vous avez des revendications, vous devez aller par les voies de recours. Mais ce monsieur, une fois candidat au Gabon, n'a plus les mêmes postures. Parce que confronté sans doute à des réalités particulières. Jean Ping peut vous raconter l'histoire des élections démocratiques au Gabon, puisqu'il a été confronté à ça. Donc, ce qui s'est passé le samedi 27 le samedi 26 est totalement inouï. Et vu ainsi,
on peut se poser donc la question, effectivement, qu'est-ce que l'ONU pouvait faire, vous l'avez demandé. Oui, c'était la question, parce que non, on regarde de loin, ça ne sert à rien de regarder de loin. Non, si les élections avaient été validées, c'est-à-dire qu'après le coup, après la proclamation des résultats, s'il n'y avait pas eu ce coup de force, les organisations internationales auraient adoubé. Hein. Oui, on prend acte. On prendrait acte et puis on passe à autre chose. Il n'y a pas eu d'observateur. Il n'y a pas eu d'observateur. Ils vont dire quoi? Ils vont pas demander au Gabon de reprendre les élections tant que les Gabonais même n'ont pas réagi. Les Gabonais sont les premiers à réagir. C'est pas l'ONU qui va réagir. À l'interne, il y a toujours un État. Un État avec un territoire, les populations et une autorité en place. Donc il n'appartenait pas à l'ONU d'intervenir. Mais par contre, les situations, les coups de force, l'ONU peut déplorer la situation qui s'est passée le samedi. Et maintenant, puisque ça a donné lieu à une autre situation, ne demandez pas à l'ONU de dire, remettez en place celui dont l'élection n'est pas absolument validée. Même s'il y a une proclamation de résultat. N'oubliez pas que en Côte d'Ivoire, en 2011-2012, il y a eu une proclamation. La même Cour constitutionnelle qui a proclamé Gbagbo gagnant, la même a proclamé finalement que Gbagbo n'a pas gagné, que c'est Ouattara. Lorsque, après l'insertion de cette affaire de certification, s'il n'y avait pas eu certification, si Gbagbo n'avait pas validé la certification, à l'époque, par les Nations Unies, avec Tchon, il n'y aurait pas eu une remise en cause de son élection. Et il aurait été déclaré élu. Donc, voilà un peu les contextes dans lesquels nos élections sont organisées. Mais, on peut comprendre la Côte d'Ivoire en état de guerre, le Gabon dans une situation très très particulière, je ne veux pas qu'il y ait confusion. Et donc, la situation d'aujourd'hui n'est que la résultante de la succession de situations anormales au Gabon. Et donc, dans ces conditions, les gens demanderont, disons, à fleur de peau ou bien de manière fine, c'est-à-dire sur la largeur des lèvres, qu'on remette en place Bongo Ondimba. Personne ne l'a encore dit, alors que toutes les grandes chancelleries sont intervenues. Le Commonwealth est préoccupé. L'Union africaine condamne fermement. La France condamne et suit avec attention. Les États-Unis condamnent et suivent le chef des Nations Unies condamne. Les Chinois suivent avec attention. Tout le monde suit avec attention. Oui. Donc, alors, nous allons tous suivre avec attention ce qui va se passer. Mais il est évident que ça fait pas rire, c'est déplorable. C'est-à-dire que nous offrons l'image, comme dirait l'autre en ces temps-là, d'un continent très malade. Malade, donc du pouvoir, malade de manières d'accession, malade de bonnes manières. C'est justement la prochaine question. La mayonnaise commence à prendre, à répéter Napoléon Mafoy. C'est pas une bonne formule pour vous poser la question, mais je n'ai pas mieux. Oui, vous avez raison. Et j'imagine tous ces gens qui soutiennent des coups d'État, des putsch. J'imagine un peu leur joie aujourd'hui, mais il n'y a pas de joie. Vous savez, je ne suis pas jusqu'au boutiste. Comme je l'ai dit, je vis sur le continent. Je suis l'actualité politique du continent depuis pratiquement plus de 30 ans. Je sais de quoi je parle. C'est pas une bonne chose, les coups d'État. Je pense que le Bénin, le Bénin qui en ont fait les frais. Et lorsque Mathieu Kérékou disait à la conférence nationale, il faut que nous finissions avec les coups d'État, civils comme militaires. C'est vrai que nous ne voyons pas, on ne fait pas toujours attention à ce qu'on appelle le coup d'État civil. Oui. Parce qu'on se dit que les civils n'ont pas d'armes. Oui, les civils ont d'armes. Les armes que les civils ont, c'est les armes. Reformater les lois. Exactement. Donc, la CEDEAO a essayé de faire insérer dans son protocole additionnel sur la gouvernance que 6 mois avant les élections, vous ne pouvez pas toucher aux tests électoraux sans l'accord de la majorité des parties prenantes. C'est une avancée notable. Et ça a fonctionné globalement, et notamment en Gambie, lorsque l'autre a voulu se maintenir au pouvoir. Mais après, il appartient à nos États, à l'intelligentsia, aux élites internes, locales, aux hommes politiques, de mettre en place des systèmes ouverts et cohérents qui permettent que le jeu se déroule, mais que la compétition ait vraiment lieu. Lorsque vous allez au test, vous validez vos tests, allez à la compétition. Mais c'est que depuis 90, on a assisté à des oppositions qui ont toujours contesté les élections. Ça, c'est la première chose. Ça veut dire quoi? La démocratie qu'on nous a inventée, l'élection qui est le mode de dévolution du pouvoir, qui devrait permettre au peuple d'élire ses représentants
aux divers niveaux de gestion, Oui. ces élections sont progressivement contestées et n'apparaissent plus comme le mode idoine. C'est-à-dire que celui qui est au pouvoir, s'il devient opposant, il conteste l'élection. On a même vu au Bénin en 1996, le chef d'État même en place contestait les élections organisées sous son régime. Ça pose un problème. C'est déjà le point de l'acceptation des règles du jeu que nous en amène là. Donc du coup, des régimes comme ceux du Gabon profitent également de la chose en disant, bon, les oppositions sont contestatrices. C'est ça le problème. C'est-à-dire que dans le fourre-tout de la contestation, ce régime au parti unique de fait entre dedans et aussi joue ce jeu-là. Mais il faut aussi la démocratie. N'oubliez pas, le Gabon est l'un des premiers pays africains à faire la conférence nationale après la conférence nationale du Bénin. Rapidement, le président Oba Bongo Ondimba a organisé sa conférence rapidement, mis en place et a ouvert le régime, a ouvert le pouvoir et a joué pour le jeu. La mairie même de Libreville a été même détenue à un moment donné par l'opposition. Donc, le Gabon a su se mettre à l'heure de l'indemnisation. Mais avec le temps, les contestations, par-ci ou par-là, même les plus loufoques, mais on fragilise le mode élection. Donc, les protocoles additionnels et autres ont permis à la CEDEAO d'avoir un peu la main. Mais n'imaginez pas, moi, je reviens un peu chez nous ici au Bénin. En 2019, les textes n'étaient pas fabriqués par un régime au pouvoir, c'était les textes votés par tous. Mais après, à la mise en œuvre, on a vu. Mais nos élections n'ont pas été. Malgré ça, on n'a pas coupé l'Internet. Les élections étaient ouvertes. Le jour les médias pouvaient circuler. Les observateurs ont circulé. D'ailleurs, lorsqu'il en 2019, il y a eu quand même coupure d'Internet à un moment donné. Hein, non, mais il n'y en a pas eu. Il n'y en a pas eu du tout. Il n'y a pas eu de coupure d'Internet. Il n'y en a pas eu du tout. C'est plus. Il n'y a pas eu de coupure d'Internet. Parce que s'il y avait eu. 2019, je pense. Bon, non, ne pensez pas. Il faut être certain. Il n'y en a pas eu. Il n'y a pas eu de coupure d'Internet. Les observateurs ont fait leur travail. D'accord. S'il y avait une coupure d'Internet, vous allez voir ça dans leur récrimination. Il faut retoucher, il faut repartir sur les récriminations qu'ils ont. Notamment, il y en a même qui ont vu des morts. Bon, après, ils ont fini par constater qu'il n'y en avait pas eu. Donc, du coup, à l'époque, c'est vrai que le régime n'était pas des plus adoubés à l'époque, où chacun pouvait tirer à lui, à dire sur lui, parce que bon, c'était à battre, c'était la première élection de leur talon, il fallait la battre, parce que les réformes, personne n'en voulait, les gens ont voté pour, mais après, ils n'en voulaient plus. Mais donc, on a connu les contestations qu'il fallait, qui sont l'autre volet négatif, donc de la réaction civile et de toute la société civile, autour des partis politiques disons, qui n'arrivaient pas à accepter la règle du jeu parce qu'ils n'arrivaient pas à suivre le jeu. Parce qu'ils n'arrivaient pas à suivre le jeu. Une élection est une compétition à laquelle vous participez. Vous devez prendre vos marques très tôt. Les lois sont là depuis 6 mois, vous devez vous adapter. Alors finalement, ils ont dit, la Cour n'a pas, on a inventé un truc, et on est allé, au lieu d'aller à l'entente au Parlement, on est allé à la guerre, à la guerre donc, vous voyez, toute cette embrouillamini que les civils, ils créent, avec parfois l'aval des sociétés prétendument civiles et quelques partenaires techniques et financiers, ouvre la voie à des petits diablotés que les gens d'autres appellent des dictateurs du continent. Mais bon, moi j'appelle un peu un peu de résurgence, un peu de quelques mécaniques anciennes qui sont maintenues en place. Ça leur donne la possibilité de resserrer en faisant comme tout le monde, c'est une opposition qui n'accepte pas les contestatrices. On est habitué. On est habitué. Donc, et voilà, c'est un peu sur ça qu'il a voulu surfer le week-end dernier et je pense que mal lui en a pris. Là, il demande à ce qu'on fasse du bruit. Pour quel objectif, je ne sais pas. Mais quel résultat ou bien quelle réception faire de ce message d'Ali Bongo? C'est vrai que quand on le voit dans ces conditions, je pense qu'il a oublié, enfin, il doit se rendre compte que les choses ont réellement changé quand même, parce que son prédécesseur de Léon Mba, pas son père, son prédécesseur, celui dont celui à qui Omar Bongo Ondimba a succédé, a eu le bonheur donc des interventions françaises. Lui, Léon Mba, qui ne pouvait rêver que colonial, qui en rêvait. Bon, la France, tout gentiment, a couru à son secours. Il ne peut pas compter sur la France, puisqu'il n'est pas en l'honneur de sauter. D'accord, oui. C'était quelqu'un
particulièrement coloniaux. Enfin, il en voulait des coloniaux. Donc, du coup, voilà. Ama Bongo Ndimba n'a pas eu ce problème parce que bon, il a fini par les connaître tous et puis bon, voilà, il se tutoie parfois. Et bon, quand on l'attaque, il les attaque, il les fait chanter, le pays a un gisement de pétrole, ou à l'époque des affaires, de grandes affaires, la France elle-même avait aussi son côté jardin, et que connaissait très bien le président Bongo au débat Ali, non pas Ali Omar, et donc du coup la France n'arrivait pas totalement à lui faire la morale, dès que la justice française pousse là-bas, il menace par ici, et il menace de tout dire. Donc du coup il est resté des poches opaques, des poches fermées de relations entre la France et le Gabon. Mais quand le fils a pris le pouvoir, après la mort du père en 2009, je pense qu'il était question plutôt que qu'il change. C'était un gars, disons, personne ne le voyait au pouvoir. C'était un bon gros animateur, chanteur. Chanteur à 16h, disponible. Voilà. Mais après, bon, voilà, il a été façonné dans les années de pouvoir, la concurrence avec la sœur. Finalement, il a gagné son clan, gagné quand le papa est mort, et puis voilà, il a pris le pouvoir. Et puis voilà, lui, c'est qu'il n'a jamais eu le charisme du père. Il n'a jamais eu le charisme du père. Et, lors des élections contestées de 2016, disons qu'en 2019, il y a eu, 18-19, je pense qu'il y a eu quelque chose comme un coup d'État encore qui a tenté. Là également, il y a eu la réaction discrète des Français, mais là aujourd'hui je pense pas que ça puisse être le cas. On est loin de ces moments-là. Entre-temps, il y a eu la maladie qui s'est emparée de lui, un AVC, et puis une longue rééducation qui ne l'a pas permis, qui l'a pas empêché de maintenir au pouvoir, de reconstituer un clan disloqué, de resserrer le rang autour de lui et de son fils Noureddin, qui semblait être celui à qui il allait la chaise de la dynastie était, le fauteuil dynastique était destiné. Je pense que tout ça est mal calculé, et dommage que ça finisse par cela. Il n'est pas évident aujourd'hui. Un contre-coup à l'interne peut-être, mais il n'est pas évident que la France intervienne encore. Pour son cri de cœur, le bruit dont il parle, c'est un bruit ça a été un bruit plutôt à son détriment. C'est un bruit qui est fait dehors sur son chef d'état-major, sur le chef de la garde présidentielle. C'est peut-être lui qui est parti en triomphe. Ce bruit attendu n'est pas en sa faveur et hélas, c'est dommage que ça finisse ainsi. On va se terminer sur cette question. Peut-être des envies pour d'autres, Agapit Napoléon Maforito. Ah oui, c'est vrai que ça commence pas à faire beaucoup. Ça commence pas à faire beaucoup et ça peut ça peut intriguer. Moi, je pense déjà qu'il ne faut pas que le cas gabonais nous distrait du cas nigérien. Je pense qu'il va falloir que la communauté internationale, notamment la CEDEAO, essaye de régler au mieux ce cas nigérien. Je pense, en tant qu'analyste, qu'aussi bien au Niger qu'au Gabon, il ne serait plus sans doute question de remettre en place le président déchu. Je pense, en tant qu'analyste, qu'il est question pour ces organisations internationales sous-régionales, notamment pour la CEDEAO ici, du parti du cas nigérien pour essayer peut-être quelque chose que j'ai évoqué. C'est éditer des principes clairs et questionner les élites africaines. Aller au pas référendum. Je le dis d'autant que c'est curieux, c'est la rentrée politique en France. Et j'ai pu comprendre que le président Macron, disons, s'ouvre vers ce qu'ils ont appelé la j'ai oublié le mot là qu'ils ont utilisé, une sorte de référendum. ma consultation. Voilà. Oui. Mais référendum sur plusieurs sujets, une sorte de sondage. Référendum. Donc référendum sur plusieurs sujets. Donc une sorte de sondage qu'ils ont appelé le préférendum. C'est un néologisme, mais il est intéressant dans l'absolu, parce que ça permet de ne pas faire plusieurs référendums, mais ça permettrait également, lorsque vous questionnez les peuples, les populations, je veux dire, le peuple, parce que, on dit quoi? Le peuple exerce sa souveraineté lors des référendums et des élections. Donc, lorsque le peuple est questionné sur un certain nombre de principes, on ne dira pas demain que c'est les chefs d'État qui sont enfermés. S'il était cette question, que lorsque l'ordre constitutionnel est perturbé dans un pays, et que
6 mois, une transition ne peut pas dépasser 6 mois et que tous ceux qui ont contribué au coup ne peuvent pas prendre le pouvoir. Si ça fait l'objet d'un référendum, ça ne peut plus être remis en cause. Lorsque l'organe chargé de le mettre en œuvre sera au jour pour pouvoir le faire. Lorsqu'on dit que les textes qui sont votés dans les pays et qui sont en exécution, oui. Les textes qui ne sont pas intervenus moins de 6 mois avant les élections font office des textes internes et que tout le monde doit les appliquer. Lorsqu'on dit que, au terme des élections, lorsque la commission électorale a fini de dire et que le contentieux est vidé, que les voies de recours normales doivent être suivies, lorsqu'on dit que les élections doivent suivre le format. Le jour des élections, il doit y avoir un format. Il doit y avoir des observateurs. Il doit y avoir, on doit laisser les gens librement intervenir. On ne touchera à ces instruments que lorsque l'ordre public est perturbé de manière concrète et réelle, ainsi de suite. Il y a plusieurs formules qu'on peut éditer pour essayer d'associer le peuple à la prise de cette décision-là. Parce que les élites, c'est-à-dire les experts qui travaillent, ont montré leurs limites. Quand ils ne sont plus aux affaires, ils sont encore les premiers à combattre les textes qu'ils ont fait adoptés par les organisations internationales. Les présidents qui ne sont plus aux affaires, quand ils n'y sont plus, c'est eux qui deviennent les plus grands théoriciens de l'anti-action, dont les autres, et pourtant de l'application des textes qu'ils avaient édités et qui permettent aux organisations d'intervenir. Or, aujourd'hui, il est évident que aucun pays ne peut vivre en vase clos et que le rôle des organisations internationales, notamment les organisations régionales, comme la CEDEAO, la CEMAC, sont des rôles importants il faut les renforcer, mais leur donner également les cadres de leur action, les moments où ils doivent interroger les populations des pays. Alors, regardez en Europe, l'Union européenne ne s'est pas imposée à tous. Le Schengen, l'ouverture des frontières pour la circulation des personnes et des biens, ça fait l'objet d'un débat et d'ouverture donc et de référendum. Le traité de Maastricht en 1993, ce traité a fait l'objet de discussions et de votes. Et donc, à partir du moment où il y a référendum, il y a des pays peut-être qui ne suivront pas, mais la CEDEAO prendra sa décision et on sait que ça, c'est l'organisation, c'est nous pour la population. Si quelqu'un n'est pas d'accord, un intellectuel, un universitaire, machin, il peut le dire, lui il est libre, mais c'est les textes que nous avons votés, qui sont nos textes et qui doivent être appliqués. Là, l'organisation doit avoir les moyens d'agir. Il faudrait qu'il y ait une supranationalité et qu'on donne le pouvoir aux instances supranationales, notamment sur les questions électorales, sur les questions de dévolution au pouvoir, pour que dans nos États, il y ait une sorte de discipline au niveau de l'organisation et de la gestion des processus électoraux. C'est important, à mon humble avis. Et par rapport à la gestion des coups d'État, que ce soit des coups de force, que ce soit civil ou militaire, il faudrait peut-être faire des clarifications conceptuelles cohérentes. Et donc, à chaque clarification, devrait être associé un mode opératoire précis qui permette que tout le monde comprenne un peu comment ça doit se faire. Qu'à la limite, on puisse entrevoir déjà les réactions et donc la fin de l'histoire au regard des dispositions en place et des dispositions validées par référendum par les États. Cela doit être urgent, hein, la sous-région commence à s'enliser. Cela est d'autant plus urgent que vous parlez donc des effets boomerang. C'est-à-dire que oui, c'est vrai que lorsque vous regardez l'espace au niveau de l'Afrique centrale, vous pouvez vous dire, mais quelle serait un peu la situation de ces pays-là, limitrophes, ou des pays de la même région, au regard de ce qui se passe. Vous pouvez vous demander, mais est-ce que les chefs d'État seraient totalement à l'aise aujourd'hui, ce soir, de ce qui se passe au Gabon? Vous pouvez vous demander, finalement, est-ce que ce putsch n'est pas annonciateur d'une révolution dans la région? Alors, est-ce qu'il faut les saluer? Est-ce qu'on peut cela fait de ce putsch un putsch vertueux? Je reviens alors à la case départ. Oui. Il ne peut pas avoir un coup d'État vertueux. Toute accession au pouvoir hors des urnes ne peut être porteur d'aucune vertu. Je pense qu'on doit pouvoir se le dire. Donc, lorsque ces cas arrivent, il faudrait rapidement que... peut-être que ceux qui sont à la base sont animés de très bonnes intentions, mais il faudrait très vite qu'ils rendent le pouvoir à ceux qui en ont le droit et qu'il y ait des règles pour que ça n'advienne plus.
en tout cas plus dans une génération, que les gens ne vivent pas ça 2 fois. Je pense que c'est important de le dire et normalement, tout le monde doit pouvoir s'aligner sur ces dispositions pour que d'autres pays continuent tranquillement leur marche vers le développement. D'accord, merci à Le vous. Gabon en a droit. Absolument, comme tous les pays africains. Et on a surtout les moyens. Encore plus. On a surtout les moyens. Encore plus. La question sur toutes les lèvres, je m'en voudrais de ne pas vous la poser, même si vous n'y répondez pas. À quel tour? Bon, vous n'êtes pas obligé de répondre. Il ne doit pas en avoir. Ah, d'accord. Il ne doit pas en avoir. Mais je vous vois venir et je C'est une question. Je n'irai pas vers vous. Aucune tendance là. Non, je n'irai pas là. Il ne doit pas en avoir. Il ne doit pas avoir un tour. Merci beaucoup, Agapit Napoléon Africain. Nous suivons également de très près cette situation au Gabon, un peu comme la communauté internationale. Nous reviendrons avec d'autres émissions là-dessus au fur et à mesure qu'elles évoluent. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Juste derrière nous, le reste de vos programmes de cette soirée. Vous pouvez continuer à nous suivre sur nos canaux digitaux, notre site internet, le www.etélébenin.com, notre page Facebook ETélé en direct, et puis sur iOS et Android, ETélé Bénin, ETélé avec vous, pour vous.